Rev Tov u'mevorach birshut Moray ve'Rabotai. Parashat Shavua, la parasha de Shemot. Nous entamons un nouveau livre, le livre qui s'appelle le livre de l'exil et de la délivrance. Nous commençons par l'exil du peuple juif en Égypte, il se termine par une délivrance, et il termine par la construction du temple, le Mishkan, la résidence d'Hachem parmi les Juifs. Et dans cette première paracha, nous allons voir des enseignements qui sont fondamentaux concernant chaque Juif en exil, concernant l'antisémitisme, concernant la compréhension de la place de chacun de nous, de ne pas perdre, on va dire, perdre la direction. Et je pense que les enseignements, ils sont très forts. On va, Bézat Hashem, essayer de comprendre que tout ce processus-là qui se fait, ce n'est pas seulement un processus physique, à savoir, est-ce qu'on est asservi à tel peuple ou à tel peuple, si c'est les Égyptiens, après c'est les autres nations, aujourd'hui à qui on est soumis à qui physiquement. Nous allons voir que toute ce qui est compliqué dans un juif en exil, et dans la délivrance qui va finalement améliorer mondialement, annoncer la présence divine, elle dépend de psychologiquement comment on se situe. C'est-à-dire que nous allons voir que ce qui s'est passé en Égypte, nous allons traverser à travers Rav Shimshon Raphaël Hirsch tout le processus qu'ils ont vécu, le peuple juif en Égypte, à la descente, à l'esclavage, puis à la sortie. Il y a eu des processus qui se sont faits pour rentrer psychologiquement dans l'esprit de l'esclave, et après sortir psychologiquement de l'esclave vers esclave d'Hachem. Mais esclave d'Hachem, c'est pas comme esclave de Paro. Nous allons voir que Akadosh Baruch Hu, quand il souhaite avoir un peuple, il ne veut pas des esclaves annulés, insignifiants, avec aucune personnalité. Nous allons voir que c'est justement par une force, par une autonomie, par une assurance de soi, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu souhaite délivrer le peuple juif. Et nous allons voir des choses magnifiques, Bézat Hashem. Alors on va juste poser nos questions et on va entamer l'explication de Siyata d'Ishmaïa. Alors, premier chapitre de la paracha va nous parler de l'exil, l'asservissement. Il est écrit comme ça. Ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayma. Et Yaakov ish ubeto baou. C'est intriguant. Donc, ce sera notre première question. Que lorsqu'on veut décrire la situation du peuple juif en Égypte, une situation d'esclavage, de souffrance. Alors, on commence la paracha en disant, voici les noms de ceux qui sont à l'origine du peuple juif descendu ici. Alors, c'est étonnant parce qu'à la fin de la paracha de Vayechi, donc la paracha de la semaine dernière, nous avons déjà eu un compte rendu, un détail, 70 personnes, etc. Quelle est la nécessité? Quand on vient parler de l'esclavage, de l'asservissement, on sait que le peuple juif, il est là, il est à Goshen, en Égypte. Quelle est la nécessité de détailler les noms? Top. Deuxième question. Paro. Donc je continue la lecture. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Donc un nouveau roi qui va régner sur l'Égypte, qu'il ne connaît pas Yosef. Vayomer el Amo, il leur dit, le peuple juif, les enfants d'Israël sont ra ve'atzum mimenu, ils sont plus nombreux, plus forts que nous. Hava nitrakem alo, pen yirbe, ve'haya ki tikrena milchama ve'nosaf gamu al sone'enu, ve'nilcham banu ve'ala min haaretz, etc. J'aimerais comprendre d'abord, avant les décrets qu'il va faire sur le peuple juif, quelle est la crainte? De quoi il a peur? Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont plus nombreux? Ils n'étaient pas plus nombreux. Impossible. Et même après, il dit, pen yirbe. Peut-être ils vont être plus nombreux que nous. Mais c'est insensé. Les Égyptiens aussi se développent. De quoi il a peur? Quelle est sa peur? Quelle est la menace?
la menace du peuple juif que c'est la raison pour laquelle Paro, il va vouloir les exterminer. C'est étonnant. Et si on expliquera c'est quoi sa crainte, peut-être on pourra comprendre aussi pourquoi il a fait des décrets comme ça. Il a fait l'opération de Paro pour exterminer le peuple juif. Donc nous allons étudier ce soir les fondements de l'antisémitisme, comment ça marche. Il n'a pas commencé par dire on tue les juifs. Hitler aussi. Hitler, il n'a pas commencé par dire on va tuer les juifs. Peut-être même il a jamais dit. Publiquement en tout cas. L'antisémitisme, qui est ici enraciné déjà dans la première exil en Égypte, Paro, avant de dire on tue les juifs, on tue tous les enfants, il va passer par un processus avant. Il va dire d'abord Vayassimu alav, donc pasuk yud-alef, Vayassimu alav sarem isim, les man anoto besivotam. Première chose, des taxes excessives. Si tous les Égyptiens payent leurs taxes, les Juifs devront payer une plus grande somme. Bon, premier élément dans l'opération. Cette opération ne marche pas, ça ne va pas faire fuir les Juifs ou les calmer. Et ça ne sert à rien. La menace est toujours là. Et donc là, il va faire une deuxième étape de l'opération. Deuxième étape de l'opération, c'est asservissement. Camp de concentration, camp de travail. Ils vont maintenant travailler dur. Avodat parer. Il va falloir savoir c'est quoi avodat parer, le mot parer. Top. Troisième point dans l'opération, extermination. Taxe, asservissement, extermination. Alors il va commencer par exterminer en demandant à toutes les sages-femmes qui fassent tomber le bébé. Il voit que ça marche pas, et donc il va passer à l'acte, décret dans tout l'Égypte. Il faut jeter les garçons dans le Nil. Donc ça c'est donc premier chapitre de la paracha. Donc nos questions sur le premier chapitre, je rappelle, c'est pourquoi quand on vient décrire l'exil, alors on commence par les noms des béné Israël. Deuxième question, quelle est la menace de Paro? Pourquoi Paro maintenant il se réveille, il veut exterminer le peuple juif? Qu'est-ce qui ne va pas? Troisième question, c'est quoi les trois étapes du plan de Paro? Taxe, asservissement, extermination. Deuxième chapitre, naissance de Moshe Rabbeinu. On va parler ce soir beaucoup de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est très étonnant parce que il vient de nulle part. Qu'est-ce que je veux dire, il vient de nulle part? C'est que tous les patriarches, ils ont fait leurs preuves. Avraham Avinu, il a fait ses preuves. Yitzhak, il a fait ses preuves. Yaakov, il a fait ses preuves. C'est pour ça qu'ils ont été méritants d'avoir des promesses d'Hachem, des bénédictions. Moshe, il va naître, il est spécial. Quand il va naître, sa maman va dire Vayeler ish mi bet Levi vaikach et bat Levi. Si on a le temps, Bezrat Hashem, on parlera pourquoi il y a marqué ici ish mi bet Levi vaikach et bat Levi. On n'aurait pas pu dire Vayeler Amram vaikach et Yocheved. On verra. Blinéder, si on a le temps, on parlera de ça. Mais moi, je veux parler plutôt du deuxième passage. Vatara isha vatel et ben. Donc Yocheved va tomber enceinte et va accoucher. Va tere oto kitovu. Elle voit que il est bien. C'est pour ça qu'elle a caché 3 mois. Première chose, qu'est-ce qu'elle a vu? Kitovhu. Rashi rapporte un midrash, elle a vu la shrina. Bon, c'est un midrash. Moi, j'aimerais comprendre le pshat. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'il était beau, qu'il était bien, tov. Et s'il était pas beau? Est-ce que vous avez vu une fois une maman qui trouve son bébé pas beau? Hein, allez-y. Allez à Sharet Tzedek. Rentrez dans Machleket Yoldot. C'est au 9e étage. 8e étage, 9e étage, entrez, regardez les femmes qui viennent d'accoucher, le bébé c'est le plus beau, on lui prend des photos, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle a vu qu'il était beau, donc elle a caché pendant 3 mois, elle l'a pas jeté dans le Nil. Mais je comprends pas, et s'il était pas beau? Bon, elle a caché pendant 3 mois, velo yachla odat sefino,
Et donc elle va le mettre dans le Nil, dans une boîte, etc. Et on arrive à la fille de Paro qui va le trouver dans le Nil. D'accord? Donc, Pasuk He. Perek Bet, Pasuk He. Vatered bat Paro lirchot ala ye'or, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה. ותפתח, elle ouvre la boîte de Moshe Rabbeinu, ותראהו את הילד, elle voit l'enfant, והנה נער בוכה, et il se met à pleurer. ותחמול עליו, elle a de la peine pour lui, et elle dit, tiens, il a des traits de petits juifs, מילדי העברים זה. Il n'a pas une tête d'égyptien celui-là, il a une tête de juif. Et là, Myriam, qui était à côté, elle dit, je vais te donner une adresse, une femme juive qui va l'allaiter. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va lui donner un nom. Elle va l'appeler Moshe. Pourquoi il s'appelle Moshe? Kiminamaim meshitihu. Parce que je l'ai tiré des eaux. Et quand on tire quelque chose de l'eau, c'est limshot. On sort quelque chose de l'eau, c'est limshot. Ça s'appelle Moshe. Première question. La fille de Paro, elle parle en hébreu ou elle parle en égyptien? En égyptien. Donc il s'appelle pas Moshe. Moshe, c'est la Shona Kodesh. Les limshot, minamaim meshitihu, c'est la Shona Kodesh. Donc comment elle l'a appelé? Tout le monde dit, ouais, Moshe Rabbeinu, il a un nom égyptien. Mais c'est faux. Il s'appelle Moshe. Moshe, c'est en hébreu, limshot, minamaim. Je sais pas comment on dit en égyptien, j'ai pas fait l'enquête. Top, ça c'est une question. Et par la suite, Moshe va sortir du palais, il va aller tuer le policier égyptien qui frappe le juif. Après le deuxième jour, ce sont deux juifs qui se disputent, il va devoir se sauver. Après, il va sauver les filles de Yitro à Midian, etc., jusqu'au moment où il va être désigné par Hachem. Hachem va se dévoiler dans le buisson ardent. Il va lui dire, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas libérer le peuple juif. Et moi, je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qu'il a, Moshe Rabbeinu, qu'Hachem va le chercher à Midian, et c'est lui qui va être désigné pour libérer le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'a pas fait ses preuves. Il n'est pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Non seulement ça, c'est lorsque Hachem va se dévoiler à lui. Écoutez, c'est une question intéressante. Hachem, il va se dévoiler à lui. Comment il va se dévoiler? Du feu, sur le buisson ardent, et la shrina, elle est dans le cœur, Belabat Esh. Pourquoi il y a besoin de cette image-là? Pourquoi il y a besoin de cette situation? Quand Hachem, il s'est dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a eu besoin de tout ce scénario? Vayera elav Hachem be'elonem mamre. Il s'est dévoilé. On sait pas comment, on sait pas. Pourquoi là, quand Hachem va se dévoiler à Moshe pour le nommer, il faut que ce soit avec un buisson, avec des flammes? D'accord? Donc ça, c'est sur Moshe. Donc on a parlé de premier chapitre, c'est sur le commencement de l'exil. Deuxième chapitre, les questions sont sur Moshe. Troisième chapitre, c'est la décision d'Hachem de libérer le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'Hachem a décidé? Parce qu'il y a marqué Vaï Bayamim Arabi Mahem. Moshe Rabbeinu, quand il s'est sauvé, ça a mis des années. D'accord? Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Ça a mis des années. Et là, Hachem, il va se dévoiler, il dit, regarde, ça y est. J'ai entendu le peuple juif, ça, il souffre trop. Mais ça fait longtemps qu'il souffre trop. Quel était l'élément déclencheur de la délivrance? Qu'Hachem a dit, c'est bon, maintenant, je dois les sortir. Ainsi, pourquoi Moshe, il refuse? Vous allez voir, dans la paracha, il y a vraiment un débat entre Hachem et Moshe. Moshe, il ne veut pas accepter la nomination de cette responsabilité. Pourquoi? Ainsi, il va lui faire 3 nissim, 3 miracles, avec le serpent, avec la main lépreuse, avec l'eau qui se transforme en sang. Et dernier chapitre, c'est, maintenant que Moshe Rabbeinu a accepté, maintenant il faut aller l'annoncer au peuple juif, et à qui il faut l'annoncer? Que le peuple juif va sortir d'Égypte? À Paro. Et la rencontre avec Paro, elle est pas facile. Vayechezak, lève Paro, Hachem, il dit, je vais renforcer son cœur. Tout le monde connaît la question. Si tu renforces son cœur, donc il a plus le choix, donc il n'y a plus de libre arbitre, c'est une question connue. Et à la fin de la paracha, là, regardez, là, ce sera la dernière question, et on commence tout de suite à répondre. Dernier pasuk de la paracha. Perek Vav. Vayomer Hashem el Moshe, Ata
tir'e asher e'eseh leFaro, ki beyad chazaka yeshalechem, ou beyad chazaka yegareshem me'artzo. Ça fait une paracha entière, 6 chapitres qu'on parle de la délivrance, on y va, vas-y, on va parler à Paro, etc. Et là, après que Paro a refusé, et que Paro, il s'est énervé parce qu'il a dit quoi? Vous commencez à faire des problèmes. Alors il a endurci les conditions du peuple juif. Là, il dit Hachem à Moshe, c'est maintenant que ça se passe. Ata tir'e. Et là vont commencer, donc la paracha la semaine prochaine, vont commencer déjà les 10 plaies. Makadam, Tfardea, Kinim. Ça va très vite, hein. Dans ces parachiotes, ça va très vite. On a à peine commencé Perek Aleph la Galout, déjà Perek Bet, il y a la naissance de Moshe. Et ensuite, et la paracha la semaine prochaine, c'est déjà la Géoula qui est entamée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ata. Quel était cet élément déclencheur? Qu'est-ce qui se passe maintenant, après que Paro est énervé? Ah, il dit Hachem, Paro est énervé. C'est maintenant que ça va se passer. Alors maintenant, on essaie d'expliquer B'siyata d'Ishmaïa. Nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, alav hashalom. Il dit quelque chose de très intéressant. Regardez le début de la paracha. Le livre de Shemot, le livre de l'exil, de la délivrance, c'est un livre qui doit nous accompagner aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on est en exil? Qu'est-ce qu'on est dans la délivrance? C'est quelque chose de fondamental. Eh ben, le livre de la délivrance commence par les noms des Béné Israël. Ve'el Shemot Béné Israël, Abai Mitzrayma. Mais avant de dire les noms, il y a une phrase. Et Yaakov, Ish Uveto Baou. Les noms des Béné Israël qui viennent, Et Yaakov, c'est donc Yaakov, hommes et maisons sont venus. Ish Uveto Baou. Explique le Rav Hirsch. Ce premier pasouk, ces 2 premiers psukim, vont nous révéler le secret de l'existence du peuple juif, que ce soit dans la réussite et que ce soit dans l'exil la plus compliquée, la plus difficile. Le secret de la réussite du peuple juif, c'est qu'ils sont d'une part des gens de famille, et Yaakov. Tous les enfants sont rattachés à Yaakov Avinu, à la maison de Yaakov. Yaakov Avinu, on a vu dans Chumash Bereshit, Sefer Bereshit, il a mis en place 12 tribus. Il a fait attention à ce que chacun ait sa particularité, mais chacun ait cette union. Il voulait que, avant de partir, tout le monde entoure son lit. Que tout le monde se regroupe finalement au centre, qui est le centre, le noyau familial. Alors on a d'une part une obligation d'avoir une personnalité, chacun sa personnalité, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est une famille alors donc tout le monde s'annule, donc personne n'est présent, parce qu'il y a que la famille. Il faut qu'il y ait donc 12 tribus, 12 facettes, parce qu'on a dit que cette famille doit se transformer en nation, il faut qu'il y ait 12 facettes, mais il faut que ces 12 facettes soient toujours attachées à un noyau familial. C'est ça les 2 premiers psukim de Sefer Shemot. C'est peut-être les plus importants. Voici les noms de ceux qui sont descendus en Égypte. Chacun a une particularité, chacun a ses traits de caractère. 12 tribus, chacune rayonne quelque chose, chacune a sa manière de voir les choses, son mode de vie, les choses pour lesquelles elle travaille. Mais finalement, Et Yaakov, Ish Ubeto Baou. Il y a d'une part le Et Yaakov, c'est tout le monde rattaché à Yaakov, mais d'un côté, il y a Ish Ubeto. C'est vrai que le grand-père c'est Yaakov, mais chacun il a sa famille, chacun il a sa maison. Et va nous faire remarquer le Rav Hirsch qu'à la sortie d'Égypte, c'est Nifla ça, écoutez ça, c'est Nifla Bioter. À la sortie d'Égypte, ils vont pas sortir comme ça. Par oh c'est fini, tu as reçu les coups, Bechorot, 10 plaies, on sort. Non. Avant de sortir, il va y avoir une mitzvah à faire. Veikru, Ish, c'est les bêtes avot, c'est la baït. Vous voulez sortir d'Égypte? Il faut d'abord Ish c'est personnalité. C'est les bêtes avot, c'est la baït. On peut s'associer dans le Korban Pessah, ou bien chez le grand-père, tous les petits-enfants, ou bien c'est la baït, chaque famille. Akadosh Baruch Hu a marqué à la sortie d'Égypte que c'est la chose qui les a protégés, qui les a gardés. Ils ont d'une part chacun sa particularité, mais finalement ils ont quelque chose, un noyau familial qui les groupe
regroupent en une seule idée. Et ça, c'est ce qui va développer le Rav Hirsch tout le long de la paracha. Et c'est donc, en fait, c'est le secret de toute l'exil et de la délivrance. Explique le Rav Hirsch. On va commencer par l'exil. Paro, il a crainte. Il a peur. Paro, il sent qu'il y a une menace. C'est quoi ta peur? De quoi t'as peur? Ils vont se multiplier. Et alors, toi aussi, tu te multiplies. Makara. Paro, il va détecter chez le peuple juif quelque chose de particulier. Il voit chez le peuple juif une seule âme. Il dit au peuple égyptien, regardez, on se multiplie. Vous savez, à l'époque, l'Égypte, c'est comme l'Amérique. Les gens de tout le monde venaient en Égypte. C'est la raison pour laquelle, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, c'est un nouveau roi. C'est quoi un nouveau roi? Et les Égyptiens, ils n'ont pas oublié Yosef. Les Égyptiens, ils n'ont pas oublié Yosef. La nation égyptienne est redevable à Yosef Hatzadi qui les a sauvés. Alors comment il peut y avoir un roi qui a oublié Yosef? Il dit non. L'Égypte, c'était une puissance mondiale. Tout le monde venait là-bas. Il y avait des nations qui sont venues. Et maintenant, les nouvelles nations, ils ont nommé un roi. Et le paro, il était peut-être pas d'origine égyptienne. Et donc lui, il connaissait pas le Yosef. Regardez Yosef. Maintenant, ils veulent diriger l'empire. Ils veulent diriger la puissance mondiale. Et là, il dit ce paro, tout le monde est là. Il y a toutes les nations qui sont là. Il y a une nation qui habite là-bas à Goshen, dans un village. Et que cette nation-là, c'est vrai que chacun a sa particularité, mais ils ont quelque chose de très fort. C'est que ils sont regroupés. Ils sont unis. Ils ont quelque chose de lié l'un à l'autre. Et ça, c'est une menace. Parce que nous, on va s'agrandir, mais finalement, on sera plein de particuliers. Plein de particuliers, des particuliers. Eux, ils forment un groupe. Et ça, c'est une menace. Eux, un jour, vont pouvoir retourner le gouvernement. Ils vont pouvoir s'emparer de nous. Parce qu'ils ne sont pas plein de particuliers, ils sont une seule entité. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qui a sauvé le peuple juif dans l'exil, mais d'une autre part, c'est la raison de l'exil. Paro va commencer par cette menace-là. Il voit un noyau familial. Et Yaakov, Ishu Beto Baou. C'est là qu'il dit, ils vont nous avoir. C'est pour ça que Paro va utiliser une manière de travail d'antisémitisme, Behadraga, c'est-à-dire avec évolution, qui va arriver finalement à l'extermination. S'il commence par l'extermination, le peuple égyptien ne lui laissera pas. Parce que le peuple égyptien, il connaît les Juifs, il connaît les Ivrim, il se rappelle de Yosef. Jamais de la vie, ils vont pouvoir faire quelque chose de si cruel, exterminer les Juifs. Alors Paro, il a un plan. Il dit, on va faire ça en 3 points. Premier point, taxes. Ils vont avoir des taxes plus importantes que les autres. Qu'est-ce que ça fait ça? Quand on a des taxes plus importantes que les autres. Ça fait que, quand il y a la taxe pour les Égyptiens, les citoyens égyptiens, et il y a la taxe élevée pour les Hébreux, pour les Tayarim, pour les touristes, ça montre que déjà, ils sont pas des habitants d'ici, c'est des touristes. Quand tu as marqué le peuple hébreu comme des touristes, c'est pas des gens d'origine égyptienne, ils sont pas égyptiens, tu as déjà dit, ils sont différents. Quand tu dis ils sont différents, ils ont plus les mêmes strouillottes, ils ont plus les mêmes droits, ils ont pas les égalités. Ils sont pas égaux avec les Égyptiens dans les droits. C'est des touristes. Écoutez comment il est intelligent, Paro. Vayasimu alav sarem isim. Au début de la paracha. Vayasimu alav sarem isim. Les man anoto besim. Deuxième étape, il voit Paro que ça sert à rien. Ils se sentent pas étrangers. Ils se rejettent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il va les asservir be'avodat parer. C'est quoi avodat parer? Un travail acharné, épuisant. C'est quoi avodat parer? Parer, dit Rav Hirsch, ça vient du langage parochet. Perar, c'est avec un chet. Là, c'est qu'un chaf. Parochet. C'est quoi parochet? Dans le Beth Amikdash, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim étaient séparés par une parochet. Cette avodat parer est là pour séparer. D'abord séparer ces Hébreux, non pas seulement de la
parce que les taxes, ça va pas marcher. Il faut faire autre chose qui va montrer que les Hébreux, ils sont pas comme nous. Mais ils sont pas seulement touristes, mais ils sont même pas des êtres humains comme nous. Quand tu prends quelqu'un, tu le fais travailler un vodat parer, tu lui dis, tu travailles tu travailles acharné. Un Eved, un esclave, c'est quelqu'un qui perd sa personnalité. Alors donc ça, c'est l'étape 2 dans l'opération de Paro. Première étape, il a dit, ils sont pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes droits. Deuxième étape, maintenant qu'ils n'ont pas les mêmes droits, hein, ils sont même moins que des hommes. Ils sont pas des hommes, ce ne sont pas des hommes. Ça, c'est ouvrir la porte à quoi? C'est ouvrir la porte à l'antisémitisme, à l'extermination. Troisième étape, ça sera quoi, hein? On tue les bébés, on peut exterminer. Ça, c'est le secret de l'antisémite. L'antisémite, il peut pas commencer à venir ouvrir Hitler, il marche mauvais. Il peut pas dire, premier plan, voilà, bonjour, je m'appelle Hitler, on va exterminer les juifs. C'est pas sérieux. C'est une blague. On l'aurait pas pris au sérieux. Mais si tu commences par dire, les juifs, on n'a pas les mêmes droits, on n'est pas des mêmes racines, on met des taxes, on les marque. Deuxième étape, on va leur demander de travailler plus. Mais quand si tu leur demandes de travailler plus, tu en fais deux, pas des êtres humains, c'est maintenant des esclaves. Des esclaves, c'est moins qu'un être humain. Ils ont plus de personnalité. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que les enfants d'Israël, et Yaakov, Ishu Beto Baou. D'une part, ils appartiennent à une famille, mais d'une part, ils ont une personnalité. Là, par haut, il dit, la menace, elle est qu'ils sont unis, je vais leur faire perdre la personnalité aussi. Et là, c'est ouvrir la porte à quoi? À l'extermination. Donc, on voit que la première phrase du Trouma Shemot est Yaakov, d'une part, la personnalité, d'une part, la connexion à une communauté, à une famille, ça, c'est le secret de l'exil et de la délivrance. Ok, donc ça, c'est le point de l'exil. Maintenant, point de la délivrance. Comment on voit ce point-là? Et juste avant de commencer la délivrance, il termine par une phrase très jolie, très forte. Il dit, je vous lis dans son langage. Ivut adin ureshit lechol chatat. Ivut adin, donc, déformation des droits de la justice, déformation de la justice, c'est le commencement du khatat, de la délinquance. C'est-à-dire, des fois, on peut pas se permettre de faire des choses, pas se permettre de voler ou de tuer ou de faire mal. C'est pas moussari, c'est quelque chose c'est de l'arzariout. Mais quand tu commences à donner d'autres cadres juridiques, tu vas dire, les juifs, ils ont un autre cadre juridique. Ils sont pas comme tout le monde. Alors là, c'est la racine, c'est la source de quoi? L'echol khatat. Là, tu sais pas où ça peut arriver. J'ouvre une parenthèse, je suis pas en train de dire que ça ressemble, mais j'ouvre une parenthèse. Quand on voit aujourd'hui dans l'âme Israël que les désaccords, c'est plus maintenant des désaccords, c'est bien plus que des désaccords, ce sont des guerres entre les juifs. Et on va dire, bon, d'accord, on va pas les mettre en prison. On va leur donner un autre cadre juridique. C'est des hors-la-loi, c'est des harikim. D'accord, personne se sent harik, personne se sent hors la loi. Et même si tu vas le mettre en prison, il se sent pas criminel. Mais ce que tu as fait, c'est très puissant. C'est une arme. Ce que tu as fait, c'est que tu as non seulement démarqué la personne, tu l'as séparée de toi, et maintenant tu vas la descendre, et là, tu peux arriver à des choses, ça peut arriver à bien plus grave. Des choses que tu te serais pas permises si c'était des gens égaux, comme on l'a dit. Ça, c'est les racines de l'antisémitisme. Je suis pas en train de dire que ça, c'est l'antisémitisme. Et là, moi, après, il y a les bouchées. Mais je dis que l'idée, elle est là. Quand tu prends des personnes, et ça, c'est même pour nous tous, quand on a des discussions, on voit des gens différents de nous, et on va commencer à dire, ah oui, mais de toute façon, ceux-là, ils sont pas comme moi. Ceux-là, c'est des Haredim, ceux-là, c'est des Mizrachnikim, ceux-là, c'est des Chilonim, ceux-là. Quand tu fais cette chose-là, tu es en train d'exclure. Si tu es en train d'exclure, un jour, tu viendras même à les descendre en dessous de toi. S'ils viendront en dessous de toi, tu viendras même à les voler ou même, à les tuer. C'est comme ça que ça marche. Un antisémite, il n'est pas un antisémite. Il commence par ça. C'est comme ça que, c'est le processus. Ça, c'est le maître, le moré derrière des antisémites, c'est pas bon. Top. Alors, je continue maintenant. Le point de la Géoula. La délivrance aussi, elle se fait par
ce caractère initial du peuple juif, avoir une personnalité importante, forte, mais d'une part, savoir avoir une soumission envers quelque chose envers des idées communes. Alors écoutez. Comme j'ai dit, quand Kadosh Baruch Hu va demander au Bnei Israël de sortir, il va leur dire, vous pouvez pas sortir comme ça. Allez chercher. Ish, c'est les bêtes avot, c'est la bête. D'abord, j'ai besoin de Ish. Si jusqu'à maintenant, vous étiez des avadim, vous étiez des esclaves, ou psychologiquement, vous étiez des personnes qui n'avaient pas de personnalité, maintenant, moi, c'est parce que, moi, ce que j'ai envie, pour pouvoir avoir un peuple, j'ai pas envie des esclaves. J'ai pas envie des personnes sans personnalité. J'ai pas envie des prêtres qui viennent et qui se promènent dans le temple, dans le Beth Amikdash et qui disent, non, je veux des hommes. Ish, veikrou ish, c'est les bêtes avot, c'est la bête. Donc il recherche Hachem, il recherche ce ish, cette personnalité, et il recherche ce bait. Et il recherche ces idées qui rattachent à une idée commune, mais pas perdre le particulier. Il y a des nations où l'idée commune fait perdre les particuliers. C'est ce qui s'est passé avec Dor HaPalaga. Ils ont construit la tour de Babel. Eh ben, tout le monde devait se regrouper autour de la tour de Babel. Et qu'est-ce qui se passait, dit le Midrash? Les gens, ils construisaient. Entre-temps, il y a les gens qui tombaient du 600e étage ou du 700e étage. Mais c'était pas grave parce que le particulier, il est peu important face à la nation. Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il veut. Kadosh Baruch Hu, il veut pas des juifs qui soient tous annulés devant Hachem et que personne n'est insignifiant. Non. Il veut des personnes qui ont une signification, qui ont une atzmaïut, qui ont une personnalité. Et à travers cette personnalité, c'est comme ça qu'il va se dévoiler. C'est la raison pour laquelle l'homme qui est le plus approprié pour faire cela, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Pourquoi on dit pas Vayelech Amram, vayikach et Yocheved? On sait qui c'est. Pourquoi besoin de parler de Lévi et Lévi? Et non seulement ça, il y a un endroit dans la paracha par la suite que Hachem il dit à Moshe, va voir Aharon à Lévi. C'est comme si il me dit, va voir ton frère Ploni Nakash. Je connais mon nom de famille. C'est quoi Aharon à Lévi? Pourquoi on parle de Lévi, des noms? Encore une fois, on retrouve le nom. Alors dans la paracha dernière, on a vu que Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a grondé Lévi. Il a dit, tu aurais pu être le leader du peuple juif. C'est Yehuda qui a été choisi finalement. Mais toi, tu aurais pu être Shimon Velevi Achim. Ils auraient pu être leaders. Pourquoi? Parce qu'ils sont Achim. Achim, on a dit Ach, ça vient du langage Ichoui. Quand on a une plaie et doit se fermer, c'est Ichoui. Il dit, vous avez cette racine de Ach, de frère. Comme il s'est passé avec Dina. Vous avez une sœur Dina, qui a un rapport avec vous. Mais Shrem, et c'était insupportable pour vous. Mais, pour une raison, pour une autre, j'ai pas pu vous nommer, comme on a vu dans la paracha de Maïna. En tout cas, Lévi, il a ce caractère de Achim. C'est pour ça que dans la paracha, ceux qui vont entamer la sortie d'Égypte, la délivrance, qui vont éveiller la sortie d'Égypte, c'est que des Lévi'im. Moshe, c'est un Lévi. Aaron, c'est un Lévi. Ceux qui vont faire naître ces gens-là, c'est Vaikach. Ish mi bet Lévi, Vaikach et bat Lévi. Seulement des personnes qui ont ce sentiment de fraternité, que non seulement on est rattaché, mais on est responsable. Les Lévi'im se sentent responsables. C'est pour ça que des Lévi'im vont sortir tous les Baté Midrashot. Les Rabbanim descendront de Lévi. C'est eux qui enseignent, c'est eux qui sont responsables que tout le monde apprenne la Torah, que tout le monde soit des bons juifs. Alors donc ça, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayelech ish mi bet Levi, kach et bat Levi. C'est pour ça, Aaron à Lévi. Quand on parle de la délivrance, ça vient par des Lévi'im, des personnes qui ont ce sens profond de fraternité, être concerné, que chacun est concerné de l'autre. Alors maintenant, Moshe va naître. Écoutez, ce Mahalach, il est magnifique. Ça peut être que ça, un petit chiour de gamin. La naissance de Moshe. On a dit, qu'est-ce qu'il a, Moshe, préalable, il était ni tzaddik, ni il a fait ses preuves, ni des nisyonotes, rien. Il naît le prince. Il naît, il y a de la lumière, il naît, même Bati à la fille de Paro, elle va tomber amoureuse de son regard, elle veut le garder, elle va le faire grandir, elle va payer sa maman, Yocheved, qu'elle lui donne à manger pour qu'elle... Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi
le sod hakesem, le secret magique de Moshe. Alors regardez, le passouk qui dit, Perek Bet, donc il faut qu'on prenne le mot kitovhu. On a dit c'est pas possible qu'il était mignon, parce que tous les bébés sont mignons. Alors c'est quoi kitovhu? Dire à Virge. Tovhu, elle a repéré en lui un caractère d'un bon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voyait que quand il avait à manger, il avait ce qu'il a besoin. Moshe, de nature, c'était un bébé très calme. Il disait rien. C'est pour ça que Yocheved, elle se dit, c'est le seul enfant que je peux sauver. Tous les enfants, ils pouvaient pas garder à la maison. Parce que des bébés, ça pleure. Si ça pleure, et il y a un décret qu'il faut tuer les premiers garçons, les garçons, alors qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens, ils vont tuer la famille. Vous avez caché un enfant. Mais elle se dit, Yocheved, cet enfant, il est tovhu. Il a une nature de calme. C'est un bébé gentil. Il pleure pas la nuit. Il fait pas de problème. Donc c'est le seul que je vais pouvoir sauver. Qu'est-ce qu'elle fait? Va-t-il te peiner ou shlosha erachim? Un bébé comme ça, je peux le cacher pendant 3 mois. Mais là, après 3 mois, hein, il commence à grandir. On commence à jouer avec lui. Il commence à faire des cris. Le policier égyptien, il va passer, il va l'entendre. Alors là, elle peut plus le garder. Alors elle le met dans la boîte, elle l'envoie dans le Nil. Qui c'est qui va tomber dessus? La fille de Paro. La fille de Paro, elle va tirer Ehou et Ayeled. Elle aurait dû marquer va tirer et Ayeled. Elle a vu l'enfant. Va tirer Ehou. Elle a vu la même chose que Yocheved, elle a vu à la naissance. Elle dit, bah, regarde-moi cet enfant-là, quelle nature il a. Il regarde partout, il est calme. Il vient de traverser le Nil avec dans sa boîte et il est calme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vehine na'ar boché. Après, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de voir un visage de sa maman, un visage hébreu. Et là, il commence à voir des traits égyptiens. Il connaissait pas ça. Alors elle voit et dit, Miyaldea Ivrimze. T'as vu, il a peur de moi. Miyaldea Ivrimze, c'est un enfant des Hébreux, parce qu'il ne reconnaît pas ma tête. Et là vient Myriam. Elle dit, très chère fille de Paro, est-ce que je peux te suggérer une femme qui allait une Hébreu? Pourquoi besoin d'une Hébreu? Parce que Paro, il a tellement ancré une haine chez les Égyptiennes qu'elle pouvait pas donner à une femme égyptienne qui lui donne à manger, parce qu'elle va le tuer. Il fallait trouver une femme hébreu. Donc elle dit, moi j'ai envie de le garder cet enfant, donc je vais payer une femme hébreu, des Hébreux, pour qu'elle lui donne à manger. Ok? Maintenant, arrivons au plus intéressant. Le nom. Après, elle veut le garder. Elle veut qu'il grandisse chez elle. Parce qu'elle trouve qu'il a un bon caractère, qu'elle va pouvoir lui enseigner des grandes choses. Donc comment elle va l'appeler? Elle dit, regarde, moi j'ai eu pitié de toi. Je suis allé, je t'ai tiré des eaux. Minamai meshitihu. Je veux qu'avec ce caractère posé, qu'entre parenthèses, c'est là d'où vient le caractère de Moshe Rabbeinu, Anav Meod, humble, Sovlani, patient avec l'homme Israël. C'était ce caractère qu'il avait déjà de bébé. Donc elle dit Kiminamai meshitihu. Étant j'ai tiré des eaux, j'ai envie que lui aussi soit comme ça. Elle n'a pas appelé Machoui. Normalement, elle dit Machoui. Il a été tiré des eaux. Il a été tiré, donc il est Machoui. Non, elle appelait Moshe. Moshe, c'est celui qui va tirer des eaux, mais il lui a pas tiré des eaux, lui. Non, elle dit, étant donné que toi va tirer ou va tirer Kitov, elle a vu que c'est un bon garçon. C'est quelqu'un qui a un caractère posé, un caractère patient, un caractère humble. Elle a dit, je veux que toi aussi, à ton retour, tu sois un Moshe, tu sois quelqu'un qui sauve les gens, qui va tirer les gens de l'eau. Mais il manque un détail. C'est qu'elle sait, Yocheved, que Moshe, lorsqu'il grandira, il repartira chez ses frères, les Hébreux. Alors, il oubliera cette éducation. Alors, elle va prendre conseil chez Yocheved, la maman de Moshe, et dire, écoute, moi, j'ai envie de lui transmettre cet enseignement-là. J'ai envie qu'il ait un nom, que ce nom-là lui rappelle toute sa vie ce qu'il doit être. C'est d'être bien avec les gens, bon avec les gens, sauver les gens, protéger les gens. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Yocheved? J'ai une idée pour toi. Appelle-le Moshe. Vous avez compris qu'en fait, le nom Moshe, Minama, c'est vrai que c'est l'idée de Yocheved. Mais c'était après avoir pris conseil avec Yocheved. C'est la fille de Paro avec Yocheved, ils l'ont nommé comme ça, Moshe. Et c'est quoi le nom Moshe? Le nom Moshe, c'est le nom propre de celui qui sauve, celui qui tire de l'eau.
Celui qu'avec des bonnes midotes, avec des bons traits de caractère, il va sauver les autres. C'est comme ça que va naître Moshe. C'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? Il grandit. Et la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose que Moshe Rabbeinu fait en tant que petit, en tant que jeune garçon adolescent dans le palais de Paro? Il joue à la PlayStation? Non. Première chose, va yered lirot besivlotam. Il va voir ses frères, les Hébreux, voir qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir un Égyptien qui frappe le Juif, donc il va devoir tuer l'Égyptien. Mais il faut faire attention. Vaïfen kovacho, vayar kien ish. Il regarde à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Il était gibor, Moshe, il avait de la force. Pourquoi il a regardé qu'il n'y a personne? Bon, il veut pas que ça sache. Mais Moshe, il était anav. Il voulait pas faire de mahpecha. Il voulait pas faire de révolution. C'est pour ça que son trait de caractère, c'est la anava, la simplicité, mais être bon. Quand il voit quelqu'un qui souffre, il peut pas supporter. C'est pour ça qu'après, quand il va se sauver, il va aller à Midian, il voit des jeunes filles à côté du truc, et il voit qu'il y a des bergers qui viennent, ils prennent l'eau avant eux. Il peut pas supporter. Va yelech Moshe, va yoshiran. Et c'est comme ça qu'il va se marier avec Sipora, parce qu'elle va dire, il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. C'est Moshe. Moshe, c'est l'homme qui est le sauveur, qui est celui qui va libérer parce qu'il est bon, parce il a ses traits de caractère de sa naissance. Top. Et je termine. On termine avec le dernier point. Il va arriver au buisson ardent. Il nous reste la décision de la délivrance et la rencontre avec Paro. Avec ça, on termine. Ensuite, il va naître un enfant, Moshe Rabbeinu, il va l'appeler Gershom. Le deuxième, Eliezer. Eliezer, je comprends. Qui est Eliezer, qui est Elohé Avi Be'ezri, Hashem m'a aidé. Mais Gershom, je comprends pas ce nom. Gershom, qui ger haïti be'eretz nochria. J'étais un immigrant dans un pays étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Ravir, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu, même quand il était installé avec sa femme Tzipora à Midian, pour lui, il était pas installé. Il a jamais eu le sentiment d'être installé, d'être protégé à Midian. Ah, moi, je me suis sauvé d'Égypte. Mes frères hébreux, ils sont dans l'esclavage. Moi, je suis tranquille là. Je suis dans une plage à Midian. Magnifique. Il a toujours senti, moi, je dois repartir. Moi, je ne suis pas d'ici. Gershom, Gera, Iti, Be'eretz Nochria, je ne fais pas partie de ce pays. Vous voyez comment va naître Moshe? On a dit d'où il vient. Ça, c'est Moshe. Moshe, c'est quelqu'un qui est bon, qui est toujours pour l'autre, qui est toujours soucieux de l'autre. C'était avec le policier égyptien qui a frappé l'hébreu. C'était avec les bergers qui ont fait du mal. C'est l'essence de Moshe. Et maintenant, c'est même comment il va nommer son fils. Il nomme son fils. Je suis un immigrant dans un pays étranger. Mais, Habibi, t'es installé, t'es marié, t'as 2 enfants, t'as du travail, t'es berger à Kol Beseder. Et là, suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler. Et là, il va y avoir le buisson ardent. Sne boer baesh. On a posé la question. Pourquoi il y a besoin d'un sne boer baesh? Pourquoi Hachem peut pas se dévoiler, c'est tout? Pourquoi il y a besoin de faire un sne, un buisson avec des flammes dedans? C'est ça quoi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début du shiur? La racine de la délivrance. C'est que Am Israël, ils sont unis autour d'une seule idée. Mais chacun a une personnalité. Et Hachem, c'est comme ça qu'il voit le judaïsme. Hachem, il va choisir le peuple juif. Il voit le judaïsme comme des personnes que c'est pas qu'ils sont rien, ils s'annulent, ils sont des esclaves pour Hachem. Non, c'est pas ça le Eved Hachem. Eved Hachem, c'est quelqu'un qui a une personnalité, mais que sa personnalité est formée avec une présence divine. C'est ça le Eved Hachem. En lui, il y a une présence divine. C'est pour ça qu'il y a le buisson ardent. Hachem, c'est les flammes. Vous savez où ça s'est passé le buisson ardent? Dans le passage qui a marqué, à Chorev, à l'endroit de Har-Sinaï. La Torah aussi, elle va être donnée avec des flammes qui vont descendre. Décidément, cette montagne, c'est une montagne qui supporte beaucoup de feu. Hachem, c'est le feu. La Torah, c'est le feu. Maintenant, ce feu-là, c'est pas on doit pas le percevoir. Il dit galoute, non. Ce feu-là, il descend sur des ruissons, sur des rinçons, on dit des kotsim, des ronces. Un sné, c'est pas un arbre, un sné, pour montrer à Moshe Rabbeinu, vous, à Israël, même si vous êtes tout en bas, même si vous êtes rien du tout, vous êtes un sné, vous êtes boer baesh. Vous avez une présence divine, c'est comme ça qu'Hachem souhaite se dévoiler.
C'est pas un simple dévoilement, je te nomme, tu es le... Non, il lui montre, Am Israël, il est dans le pire des états. Mais c'est comme ça que je souhaite résider. C'est par des individus, chaque individu, il rayonne de la présence divine. C'est pas, on est tous annulés, on vaut rien du tout, on n'a plus, Eved. C'est pas comme ça. C'est ça, c'est ce travail psychologique. Paro, il a rendu des esclaves, des personnes ils ont plus d'Atzmaout, plus d'indépendance. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu dit non, retrouvez cette indépendance. Vekrou ish telebetavot. Reprenez cette indépendance. Ish, j'ai besoin des ish. Et à travers ça, c'est ça ce qu'il va dire dans le Snebo Herbej. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Pourquoi? Ki adma kom asher ata omed, admat kodeshu. Tu es dans un endroit saint. C'est comme les Kohanim au Bet Hamikdash. Ils marchaient pieds nus. Pourquoi? Il dit le Ravirch, parce que l'endroit Kadosh, c'est pas quelque chose qui est séparé de nous. C'est pas des prêtres qui se baladent dans un musée, il y a une croix ici, une croix là-bas, et c'est, non! Bet Hamikdash, c'est un endroit qui élève l'homme. Il faut qu'il y ait connexion. Assour, c'était Afrada. Il faut pas qu'il y ait une interruption, un écran, quelque chose qui fait séparation entre l'homme et l'endroit Kadosh. L'endroit Kadosh, il est là pour être Mekadesh et Adam. Et c'est exactement ça. C'est que Kadosh Baruch Hu, il souhaite pas des esclaves qui s'annulent et ils ont plus de responsabilité, ils ont plus de personnalité. Non, justement. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas être plus fort. Par cette symbiose. D'un côté, Atzmaïut, personnalité, d'un autre côté, ce noyau familial. Et Yaakov, Ish ou Beto Baou. Tout se trouve dans cette première phrase de Shemot. Et maintenant, on termine avec la rencontre avec Paro. La rencontre avec Paro. Moshe Rabbeinu, il veut pas aller. Il veut pas prendre la responsabilité. Il veut pas, il dit, moi, j'arrive pas à parler, etc., etc., etc. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, justement, parce que tu penses que tu es pas, c'est justement la raison pour laquelle c'est toi qui vas être choisi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, si tu étais un homme parfait, tu parles bien, tu as tout ce qu'il faut. Les gens, quand ils vont te voir en Égypte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a quelqu'un avec beaucoup d'ambition qui veut se faire un peuple. Il est venu, mais c'est pas Dieu. Moi, je souhaite maintenant montrer, faire un feu d'artifice en Égypte, que tout le monde voie ma présence. Donc justement, toi, tu dis, Moshe, tu n'es pas Raoult, tu es un Av, tu n'es pas un homme de révolution. Même quand tu étais en Égypte, tu as tué l'Égyptien, tu as regardé qu'il n'y a personne, tu voulais pas faire de révolution. C'est justement toi que j'ai besoin. Parce qu'à travers toi, les Égyptiens vont voir que c'est Hachem qui est là. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Trois miracles. Le serpent avec le bâton, la main avec la lèpre, et l'eau qui se transforme en sang. C'est quoi le Inyan? Le bâton, dit le Ravir, un bâton, c'est un homme, quand il a besoin du bâton, c'est que tout son poids, il met dessus. Il a besoin du bâton pour pouvoir marcher, pour pouvoir mettre tout son poids. Il met tout son poids dessus. Il dit, regarde, tu as mis tout ton poids sur ce bâton? Maintenant, ce bâton, il se transforme en serpent. Le serpent, c'est l'animal le plus Kfuitova. C'est le plus ingrat. C'est celui qui va, dès qu'on s'approche de lui, donc tu prends la chose qui te paraissait, où tu peux le plus compter sur lui, c'est ton bâton, et ça se transforme. Il va montrer à Moshe Rabbeinu, tu vas faire ces nissim là à Israël et à Paro. Tu vas leur montrer que ne pensez pas que vous faites ce que vous voulez. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est là. Kadosh Baruch Hu, il peut transformer la chose que tu comptes le plus sur lui et te transformer en l'animal qui est le plus contre toi. Et si ça suffit pas, ta main dans ton propre corps. Ne pense pas que même ton corps, il est à toi. Bon d'accord, je peux compter sur personne, mais moi je suis bien. Prends ta main, mets-la dans et tu vois la lèpre. Elle bouge plus la main. Même dans ton corps, je peux jouer. Et après, quand tu viens t'adresser aux Égyptiens, ils vont dire, bon d'accord, tu es un grand magicien. Non. Même à ce que vous pensez, vous, les Égyptiens, vous pensez vivre, c'est quoi votre vie? C'est quoi la Seret Hamakot? Il s'est attaqué à la terre égyptienne, au Nil, à l'endroit, à la source d'alimentation égyptienne. Prends l'eau et tu transformes en sang. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a montré sa main. Et Paro, qui était aussi un grand psychologue, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont demandé finalement? Ils n'ont pas demandé de partir. Ils ont demandé d'aller 3 jours dans le désert pour faire des sacrifices, n'est-ce pas? C'est ce qui a marqué. Et Paro, il s'oppose. Pourquoi? Tu es bête ou quoi? Il dit, Paro, vous n'avez pas compris. Moi, je suis dans un travail psychologique. J'ai pas besoin de leur travail.
Moi, je veux que eux soient esclaves. Eux, leur cerveau, leur manière de vivre, c'est des esclaves. Si je les laisse partir 3 jours, j'ai raté l'esclavage. Ils vont peut-être revenir travailler, mais c'est plus des esclaves. Ils savent qu'il y a autre chose dans leur vie, que psychologiquement, c'est autre chose. J'ai pas envie de leur redonner une autonomie, une atzmaïout. Il a peur de leur donner une atzmaïout. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, c'est la dernière question qu'on a demandé. À la fin de la paracha, après tout ça, où Paro il s'est énervé, il a renforcé les conditions. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? Ata. C'est quoi le passouk? Venons, on le lit. Vayomer Hashem el Moshe. Dernier passouk de la paracha. Ata tiré. Maintenant, c'est bon, je peux commencer. Asher c'est les pharaons. Ki biyad chazaka yesh aleichem, biyad chazaka yesh aleichem. Explique le Ravir. C'est quoi Ata? Ze harega elav tzipiti. C'est maintenant le moment qui est propice. Trila idgalou, parce que maintenant, ils vont comprendre qu'il n'y a aucun moyen en diplomatie, ni en guerre, ni avec des dirigeants. Vous avez tout essayé. Vous êtes venus, vous avez parlé, vous avez dialogué, vous avez fait des listives. Rien. Pourquoi j'ai renforcé le cœur de Paro? Parce que moi, je souhaite que tout le monde voit et que c'est impossible de sortir d'Égypte, qu'il n'y a rien à marcher, on a essayé de marchander, rien à marcher. Il dit, maintenant c'est le moment. J'ai envie de montrer ma main, c'est maintenant le moment. Akadosh Baruch Hu, dans son dévoilement, il a dit, je peux pas passer par des voies naturelles. Je peux pas dire, voilà, mon cher Rabbeinu, il est bien, c'est un homme fort. Non, il fallait justement qu'il soit kvad pe, kvad lachon, qu'il sache pas bien parler. Il fallait que ça passe comme ça pour que on voit que c'est Hachem. Donc il dit, maintenant vous avez vu qu'il n'y a rien à marcher. Vous avez discuté, ça n'a pas marché. Ata. Maintenant ça va se passer. Et c'est pour ça que la paracha prochaine, on commence quoi? Les Aseret Makot et la sortie de vie. Conclusion. Nous avons vu aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'exil, qu'est-ce que c'est la délivrance. L'exil, c'est pas seulement un asservissement, c'est pas seulement une menace d'extermination. L'exil, c'est un état psychologique. Un état psychologique où l'esclave perd toute personnalité. Et le Ham Israël, quand il est rentré en Égypte, il avait cette personnalité. Et Yaakov ish u beto baou. Et c'est ce qu'à la délivrance, on va leur exiger de retrouver en eux. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver en eux? Ils vont retrouver une personnalité. Ish c'est les betavot, c'est la bague. J'ai besoin des personnes qui ont une personnalité, qui sont rattachées au noyau familial, mais qui sont, et c'est comme ça, c'est comme le Sneh Boer Baesh. C'est comme le buisson ardent. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose, un dévoilement en haut. Non, c'est dans le buisson, c'est dans la chose la plus basse, c'est dans l'homme qui a priori mais s'il a une personnalité, s'il a un corps, il a une amida, il a quelque chose, on peut, Hachem et se dévoile à travers lui. Et c'est ça la délivrance. On a vu aussi que la manière comment Hachem se dévoile, il a dit oui, personne n'est puissant, rien, ni Moshe, ni Aaron, ni Paro, personne n'a voulu, on peut rien bouger. Ata. Maintenant, c'est le moment, on va recommencer les 10 plaies et sortir le Bnei Israël de Eretz Mitzrayim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.